Il y a quelques mois, j'ai fait un co-living avec 3 potes entrepreneurs. Et parmi ces 3 potes, il y avait Benjamin Issenman. Ce gars est un artiste fou. Il a fondé sa boîte Super Creative, une de mes boîtes préférées, honnêtement. À ce point-là, c'est plus une recommandation, c'est une injonction d'aller voir son travail. Le lien sera dans la description. Mais en plus d'avoir fondé sa boîte, c'est également un des meilleurs designers que je connais. Alors du coup, pendant cette semaine qu'on a passée ensemble, je l'ai questionné corps et âme pour connaître tous les conseils qu'il avait à me donner sur le design. Et honnêtement, les conseils qu'il m'a donnés, bien qu'ils soient relativement simples, ont bouleversé la manière que j'ai de voir le design. En fait, ce qu'il m'a dit, ça peut même se résumer en 2 phrases. La première fonction du design, c'est d'apporter de la clarté. Et la seconde fonction du design, c'est de ravir notre création. Tout le reste, les couleurs, les typos, les espaces, les formes, c'est simplement des outils à notre disposition pour remplir ces 2 fonctions. Alors à ce moment-là, cette définition simple du design, elle m'a tellement parlé que j'ai voulu aller plus loin et que j'ai essayé de me demander, mais en fait, qu'est-ce qu'un bon design? Qu'est-ce qu'un design intégral? Et justement, c'est le sujet de cette vidéo, j'ai essayé de combiner pas mal de réflexions qui me plaisaient bien et de les mettre dans une vision cohérente du design. C'est parti. Pour cet essai, j'ai donc choisi de noter chaque design sur 4 grands axes. La clarté, l'inspiration, l'éthique et les systèmes. Ou plus concrètement, par rapport donc aux 4 mots que je viens de vous dire, un bon design est un objet qui remplit avec le plus de clarté possible la fonction qu'on lui définit, ravit notre action quand on l'utilise, on se sent inspiré et enchanté quand on l'utilise pour l'inspiration, mais c'est également un objet qui assure son fonctionnement en détruisant le moins de ressources possible pour la partie éthique, et enfin, c'est un objet qui a un système de distribution et de production optimisé pour la partie système. Ce sont donc pour moi les 4 grands axes qui définissent un bon design et on va les passer en revue un par un. La première étape du design, c'est donc de toujours définir l'utilité que va avoir le design pour notre client ou pour l'utilisateur du design. Par exemple, pour mon site web personnel, je veux que les gens puissent retrouver avec le plus de simplicité et de clarté possible toutes mes créations, tous mes articles et toute ma pensée sur mon site web. Une fois l'intention définie, il s'agit de se poser la question « Comment puis-je remplir cette fonction en étant le plus clair possible pour l'utilisateur ?» Si on reprend l'exemple de mon site web, voici le processus que Ben m'a conseillé pour justement répondre à cette question. L'idée, c'est de commencer avec les outils les plus simples possibles, parce qu'on n'a pas envie dès le début de s'embêter avec des couleurs, des palettes graphiques, des images, des outils hyper compliqués qui peuvent nous donner plein d'options. Non, on va au plus simple, à l'essentiel, pour s'assurer qu'on remplit bien la fonction de la clarté avant d'essayer de mettre des belles couleurs, des belles typos, etc. Donc la première étape pour designer un bon site web, selon Ben Issenman, c'est de commencer par les textes sans mise en forme. En fait, c'est dans ces derniers que 80% de l'information se trouve, et donc il faut absolument que ces derniers soient clairs. La seconde étape, ça va être de prendre un papier et un crayon et de disposer sur une feuille A4 les textes qu'on vient d'écrire de la manière la plus claire possible. En fait, à chaque fois qu'on regarde une page web, nos yeux sont d'abord attirés par un point, puis un deuxième, puis un troisième. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Donc le but, c'est de disposer les éléments de manière à ce que notre œil soit attiré d'abord par les éléments les plus importants, les textes fondateurs, et puis ensuite aille vers les détails, pour qu'ils comprennent mieux le contexte et ce qu'on fait réellement, quoi. La troisième étape, ça va être donc de prendre cette maquette qu'on vient de créer sur papier et de la reproduire sur notre ordinateur, mais attention, pas dans notre constructeur de site web, pas dans un truc comme Figma, non. Dans un truc encore plus simple que ça, dans Whimsical ou Miro. Ce sont des outils géniaux pour faire ce qu'on appelle des wireframes. En gros, ça va vous donner des formes de base, genre des boutons, des carrés, des encadrés, des textes, des titres, etc. Et ça va vous permettre de les disposer de manière ultra simpliste sur une page de site web. Attention, vous n'êtes pas du tout en train de créer votre site web, vous êtes en train de faire une étape intermédiaire pour tout disposer bien de manière numérique. Ces outils, ils vont à l'essentiel, ils n'ont pas 36 000 couleurs, pas 36 000 options, pas de charte graphique, pas de dégradé ou quoi que ce soit. Non, l'idée c'est encore une fois de se concentrer sur la clarté de notre page web. Donc l'idée c'est de faire un wireframe minimaliste de notre site web. Et enfin la 4e étape, ça va être la réelle étape du design, comme on pourrait l'entendre dans le sens populaire du terme, qui va être de faire réellement la maquette sur Figma, qui est un outil qui nous permet de mettre plein de couleurs, plein d'ombres, plein de trucs trop stylés, et ensuite de la reproduire sur Webflow, enfin notre outil pour faire notre site web, quoi. Mais le problème c'est que la plupart des designers vont avoir tendance à commencer leur design directement dans Figma. Donc en fait, ils vont d'abord définir le style graphique, la charte graphique, puis ensuite ils vont vouloir mettre des titres, ils vont pas savoir quoi mettre pour combler le vide qu'ils auront créé, donc ils vont rajouter des textes inutiles. Ce design-là, il va donc pas être clair. Non, pour être sûr qu'on remplit d'abord la fonction de la clarté qui est indispensable, on commence par le faire sur papier, et puis ensuite on bouge et on augmente en niveau de complexité petit à petit. C'est vraiment une super astuce, je trouve. Et Ben, d'ailleurs, sur son site Super Creative, a plein d'autres outils qui vous permettent de créer votre site web, d'apprendre des outils comme Webflow, Figma et tout. Donc si vous voulez aller voir tout ça, le lien est toujours dans la description. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste mon modèle dans la vie. Il y a aussi un élément important que j'ai pas mentionné, c'est que la clarté, elle vient souvent avec l'épuration.
Et le meilleur épurateur, c'est le temps. Donc le plus de temps vous allez pouvoir incuber votre projet et allonger la phase de divergence en fait dans votre projet, le plus vous allez avoir une idée claire de ce que vous voulez construire et le plus simple ça va être facile de converger quand il sera le moment de faire votre maquette sur votre papier. Parce que commencer par directement converger et faire votre maquette, ça peut être compliqué si vous n'avez pas eu le temps, peut-être un an pour raffiner ce que vous voulez exactement faire avec votre projet, votre mission. La clarté, elle vient aussi avec le temps. C'est important. Second chapitre de cette vidéo, ça va donc être l'inspiration. Un bon design ravit notre action quand on l'utilise, on se sent inspiré et enchanté par ce dernier. Bon, clairement, quand on ouvre un site web par exemple, la première chose qu'on voit, ça va être la clarté. Est-ce que je trouve rapidement ce que je suis venu chercher? Est-ce que l'information est clairement hiérarchisée? Donc voilà, est-ce que c'est clair? Et ensuite, directement, la seconde chose qu'on va voir, c'est waouh, je suis dans un univers graphique, ça m'inspire quelque chose de l'intérieur en fait. Et ça, ce sera propre à chacun. Il y a certaines personnes qui vont adorer les styles modernes, d'autres qui vont préférer les styles anciens, d'autres qui vont être repoussés par tout ce qui va être trop froid, trop minimaliste, d'autres qui vont adorer ce qui est fourni. Bref, c'est propre à chacun et c'est vraiment propre aux fonctions de l'art, quoi. Qu'est-ce que ça va nous renvoyer à nous en tant qu'humains de l'intérieur, ce qu'on voit avec nos yeux. L'idée avec cette seconde phase, ça va être maintenant d'inspirer la personne de l'intérieur, dans son intériorité. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Comment est-ce qu'elle va se sentir quand elle va utiliser notre produit ou ce qu'on est en train de designer? Et donc, peut-être une des bonnes approches pour faire ça, j'ai pas une réponse universelle, ce serait peut-être de repartir de vos valeurs pour ensuite trouver comment les transmettre visuellement. Par exemple, j'adore ce site, c'est le blog personnel de Derek Sivers. La plupart des gens le détesteraient, mais moi je l'adore parce que je le trouve super congruent avec l'homme qui l'écrit, Derek Sivers. Il m'inspire énormément de choses, il m'inspire de la simplicité. Il m'inspire une personne qui est droite dans ses bottes, qui a défini une philosophie de vie et qui la vit au quotidien. Elle a dit: j'ai fait mon argent, j'ai pas besoin de gagner de trucs, j'ai pas besoin de notoriété, je veux juste documenter ce qui me plaît dans ma philosophie de vie. Et donc il a créé un site minimaliste, qui a pas besoin d'entretien, qui charge super rapidement, où il n'y a pas une ligne de code en trop, où le design est rudimentaire, mais ça correspond à sa philosophie de vie, ça correspond à ses valeurs, et ça c'est juste magnifique je trouve. Alors évidemment ce design il résonne avec moi d'une manière particulière, parce que c'est aussi des valeurs auxquelles j'aspire, et j'admire énormément cette personne. Néanmoins peut-être qu'avec vous, il va vous repousser, mais c'est très bien, au moins vous aurez vu l'univers de la personne. Elle vous aura plongé quelque part, elle vous aura fait sentir une émotion. C'est pas juste un site web vitrine avec un template Wix quoi, disons. Et si on prend un côté plus matériel, moi j'adore l'architecte Tadao Wando. C'est mon mentor Bruno Marion qui me l'a fait découvrir et je trouve vraiment que c'est un des architectes les plus fascinants qui existe aujourd'hui, d'autant qu'il est complètement autodidacte. Chacun de ses designs est épuré, mais il évoque quelque chose. Pour moi, c'est la notion parfaite d'équilibre entre le vide et le plein, entre la nature et la structure. En gros, il sait jouer avec les éléments pour m'inspirer. Voici des images de ses créations. Si vous voulez visiter ce qu'il a fait, il est à la Bourse de Commerce par exemple à Paris ou dans le sud de la France au Château Lacoste. Pour moi, ces créations sont juste magnifiques. Et sinon, j'aime bien également sous le même style ce nouveau projet de Philippe Stark. C'est un projet de maison préfabriquée qui est très réussi à mon goût. Maintenant, vous pouvez apprécier de la même manière que moi les œuvres que je viens de vous montrer ou les détester. En tout cas, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur une chose. Les bons designers ont toujours des intentions et des valeurs claires derrière chaque chose qu'ils essayent de designer, et c'est ça qu'ils retransmettent dans l'inspiration de leurs œuvres. Pour moi, les designers qui ne font que suivre des trends au niveau des nouvelles polices, des nouvelles couleurs, des nouvelles techniques de JavaScript pour faire des belles animations sur une page ne durent pas dans le temps. Un des exemples les plus récents, c'est le redesign du site de La Redoute que Basti, lui, a commenté dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour moi, effectivement, tout comme dit Basti, c'est pas un design intégral. Là, je vous parle de la partie inspiration comme si c'était quelque chose de simple et d'évident, alors que c'est évidemment pas du tout le cas. C'est un processus super long et c'est peut-être la partie la plus compliquée du design. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est important de se rendre compte que c'est un processus qui met du temps et qui doit être épuré, tout comme pour la clarté, au fil du temps. C'est pour ça que moi, dès que je travaille sur un projet où je dois faire du design, où du moins il y a de l'inspiration créative qui rentre en jeu, j'ai toujours un outil qui me permet de capturer toutes mes inspirations par rapport à un projet. Par exemple, si vous voulez pas vous embêter, il y a un super outil qui s'appelle MyMind. C'est une application sur votre téléphone et un site web et qui vous permet en fait de capturer absolument tout et de le mettre dans un mood board commun. Par exemple, si vous êtes sur un site web qui vous inspire par rapport à un site web que vous-même vous voulez designer, vous cliquez sur l'icône MyMind, ça va la capturer dans votre mind virtuel et vous allez pouvoir retrouver cette inspiration-là. Si vous regardez un beau coucher de soleil et vous vous dites il faut que je prenne cette palette de couleurs-là dans mon site web, vous prenez en photo, c'est dans votre mind. C'est décharger la charge mentale de vous en rappeler de tête, le mettre dans un espace, et comme ça, au moment où vous devrez réellement définir l'apparence de votre design, vous allez pouvoir repiocher là-dedans, vous réinspirer de ce qui vous avait déjà inspiré, et réussir à faire votre design. Moi, personnellement, je n'utilise pas MyMind, en revanche, je peux vous le recommander. Je peux également vous recommander Google Keep si vous souhaitez. Moi, la manière personnelle que j'ai de faire ça, c'est d'ouvrir un dossier sur Dropbox, et de prendre des photos avec l'application Dropbox sur mon téléphone, ou bien simplement de copier
les liens des sites web que j'aime bien, ou les phrases que j'aime bien, ou les poèmes que j'aime bien, et de les coller dans une note qui sera à l'intérieur de ce dossier-là sur mon ordinateur. Moi, je suis vraiment old school. Je veux que, même si Mind s'effondre, l'internet mondial s'effondre, je veux garder mes inspirations et ce que j'ai capturé. C'est pour ça que je décide de stocker ça de manière locale et simple. Mais on parlera un tout petit peu de la prise de notes à la fin de cette vidéo. Chapitre 3, l'éthique. Pour vous expliquer ce point, je vais prendre un exemple très simple qui est celui des voitures. À l'époque, tout le monde le sait, les voitures étaient très sommaires. Il y avait une tôle, une carrosserie quoi, toute bête, un moteur, 4 roues, des sièges et c'est tout. Pas d'autres fonctions. C'était très bien comme ça. Et puis, avec les innovations technologiques, etc., avec le temps, au bout de 20 ans, en fait, les moteurs ont évolué, leur efficacité a évolué, et leur efficience surtout, pour gérer le carburant, etc., a évolué également. Donc, en fait, on pourrait se dire, en fait, la consommation que les voitures, elles ont, le nombre de litres au 100, là, elle a dû baisser forcément, puisqu'on a fait évoluer ces technologies-là. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, tiens, on a des nouvelles technologies aujourd'hui, et les clients vont adorer. On va leur mettre des énormes écrans plats, des sièges en cuir, on va rajouter toutes ces fonctions-là, qui font en fait qu'aujourd'hui, le poids d'une Clio 1 c'était 800 kg, le poids d'une Clio 5 c'est 1200 kg. On a ajouté 400 kg d'équipement superflu, ce qui fait que la consommation est restée la même. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce design, il n'est pas intégral du tout, dans le sens où il prend pas en compte l'éthique environnementale. Et c'est là où en fait Dacia est une marque relativement intéressante, par exemple avec sa Spring, sa nouvelle voiture, parce que, elle a rien de superflu, elle se la pète pas, mais elle a tout le minimum, elle est légère, elle consomme très peu. Enfin voilà, elle est juste parfaite quoi. Et ils vont à l'inverse du reste des tendances du marché et ça marche super bien. Les consommateurs aiment ça. Donc prenez exemple les autres marques et faites comme Dacia, faites des voitures qui respectent l'éthique environnementale et le porte-monnaie des gens par la même occasion. Mais du coup, pour revenir un peu sur l'éthique environnementale et arrêter ma digression, j'aimerais justement vous parler plus en détail de ma vision de l'éthique environnementale. J'en ferai peut-être une vidéo entière un jour. Ma vision de l'éthique environnementale, elle me vient en grosse partie du livre Integral Ecology. En fait, dans le vivant, on est tous des tout parties. C'est-à-dire que par exemple, nous, on est un tout, on a des molécules, des atomes, etc. Enfin, on est un tout fonctionnel, mais on fait également partie d'un tout. On fait partie d'une biosphère, une noosphère, la Terre entière. Enfin, voilà, on est un tout et on fait partie d'un tout. Et donc, l'éthique environnementale la plus simple que vous pouvez imaginer, c'est simplement de dire ça. Le but, c'est que chaque tout assure son fonctionnement. Donc moi, je vais manger, par exemple, je vais me donner le droit de manger. Parce que si je mange pas, je meurs. Je me donne le droit de boire de l'eau potable. Parce que sinon, je meurs aussi. Je vais me donner le droit de me laver avec de l'eau. Parce que sinon, je vais être sale et ça assure pas mon fonctionnement optimal. Donc je vais avoir tous ces droits-là qui consistent tout simplement à maintenir ma totalité. En revanche, je vais essayer de répondre à mes besoins en détruisant le moins de profondeur possible dans le tout plus vaste duquel je fais partie. Donc par exemple, je vais essayer de consommer le moins d'eau possible, le moins d'électricité possible, parce que ça détruit des ressources du milieu plus vaste duquel je fais partie. C'est également ce pourquoi, en petite partie, je suis végétarien. Parce que, tout simplement, une carotte crie moins fort qu'un poulet. Le poulet, il a mangé du grain pour se nourrir, et c'est un poulet qui est doté d'un cerveau, qui est doté d'une conscience, qui est une création vivante plus complexe que la carotte. Donc en fait, le fait de manger ce poulet, alors que je pourrais très bien manger une carotte à la place, ça fait en sorte que je détruis plus de profondeur que ce dont j'ai besoin pour me maintenir vivant. Et donc je détruis trop de profondeur dans le tout duquel je fais partie, simplement pour me maintenir en vie. Donc c'est pas du tout optimal, je préfère largement être végétarien. Et ça devrait être pareil pour absolument n'importe quel design. Un design a une fonction, il remplit sa fonction avec la plus de clarté et de ravissement possible, et c'est tout. Rien de plus. Par exemple, l'objectif d'une voiture est de se déplacer d'un point A à un point B confortablement et en sécurité. Donc, première question de designer, ça devrait être comment je peux répondre à cette fonction en détruisant le moins de choses possibles dans l'environnement. Et cette question, elle devrait également prendre en compte toutes les externalités de l'usage. Par exemple, comment est-ce que je peux diminuer la pollution qui va être émise par mon moteur pour que cette pollution tue le moins de personnes possible derrière. Et il faut aussi garder en tête sur cette question-là que tout le monde est un designer aujourd'hui. Vous êtes designer de votre propre vie, vous designez votre alimentation, votre mode de vie, votre lieu de vie, tout ça, vos relations également. Donc essayez de garder en tête cette éthique environnementale tout le temps dans votre vie. Quatrième chapitre, les systèmes. Pour moi, il faut toujours garder en tête que chaque design que vous allez créer va interagir avec de nombreux autres éléments. Les interactions les plus basiques, ça va être, si vous produisez par exemple une souris, quels matériaux vous allez utiliser, quelle chaîne de production vous allez utiliser également, quelle personne vous allez employer, dans quel pays, à quel type de régime politique vous allez produire votre souris. Donc ça c'est vrai pour un produit physique, mais c'est également vrai pour un produit numérique. Quel hébergeur allez-vous utiliser? Est-ce qu'il utilise des énergies renouvelables pour alimenter ses data centers? Quelle technologie allez-vous utiliser pour recevoir les paiements? Est-ce que cette technologie peut peut-être reverser 1% du chiffre d'affaires que vous faites à une association caritative?
alternative pour la compensation de vos émissions carbone que vous émettez en faisant tourner justement des hébergeurs. Quel système de tracking et de statistiques allez-vous utiliser? Est-ce que c'est le Facebook Pixel, le Google Pixel? Qu'est-ce qui va être pertinent en fait d'utiliser? Et enfin, dans la partie système, je dirais que l'élément le plus important, c'est le marketing que vous allez utiliser. Pour moi, le design et le marketing sont les deux faces d'une même pièce. Car en fait, ces deux disciplines commencent toutes les deux en se posant les mêmes questions, à savoir quel problème vais-je résoudre? Dans quelle situation mes clients rencontrent-ils ce problème? Quelle est la meilleure manière de le résoudre? Et d'un côté, le designer va designer son objet en gardant tout ça en tête, et de l'autre, le marketeur va prendre ces questions-là et va créer des histoires, du storytelling, autour de ces situations-là pour inciter la personne à acheter le produit. Par exemple, à la question « Dans quelle situation mes clients rencontrent-ils ce problème ?» Le designer, il va s'en servir pour designer la forme de l'objet avec le plus de clarté possible. Et ben nous, en tant que marketeur, on va s'en servir pour raconter une histoire. Pour cette souris, par exemple, alors qu'avant, vous faisiez mal aux phalanges quand vous utilisiez votre trackpad, ben maintenant, vous allez pouvoir avoir votre souris ergonomique posée sur votre bureau et dites adieu à votre syndrome du canal carpien. C'est une histoire nulle, mais vous voyez, c'est un peu la même idée. Donc c'est pour ça que pour moi, un design intégral a déjà à la base de sa réflexion les canaux marketing qu'il va utiliser. Je vois trop souvent des ingénieurs ou des designers qui sont focalisés sur leurs produits, et une fois qu'ils ont designé leurs produits, ils se demandent, tiens, comment je vais faire pour le marketer? Ah bah je vais lever des fonds, je vais faire un crowdfunding, je vais faire un machin. Mais non, c'est stupide. En fait, tu aurais pu faire de la publicité payante, tu aurais pu faire du bouche à oreille, tu aurais pu documenter sur les réseaux sociaux la fabrication de ton produit. Et tout ça, ça t'aurait permis de justement financer et avoir des ventes, quoi. Mais tu l'as pas fait, parce que ton design n'était pas intégral à la base. Donc, quand vous designez un truc, toujours réfléchir au marketing que vous allez utiliser, aux histoires que vous allez utiliser pour vendre votre produit. Et justement, je pense qu'un des meilleurs designers et un des meilleurs marketeurs combinés que l'histoire ait connu, c'était Steve Jobs. Steve Jobs, il designait un produit, le MacBook Air par exemple, il savait exactement comment il allait le présenter sur scène, dans l'enveloppe. Et il s'est dit, ok, ce produit-là c'est un winner, parce qu'il le savait. Et donc il a designé son produit selon ce concept-là. Voilà, je pense, hein, je sais pas, je pas dans sa tête à ce moment-là, mais pour moi c'est ce qui me paraît le plus logique. Voilà, ce sont plus ou moins mes réflexions sur le design. Maintenant j'aimerais juste vous montrer une dernière chose. C'est comment est-ce que j'ai conçu cette vidéo. Eh bien vous n'êtes certainement pas sans savoir que j'ai développé un super système de prise de notes qui m'a permis d'écrire cette vidéo sans effort. Comment ça s'est passé? Eh bien au moment où Ben m'a donné son cours, j'ai pris des notes dans mon système de prise de notes comme ceci, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que ce qui est super avec mon système de prise de notes, c'est que j'ai des milliers d'autres notes, des milliers d'autres concepts qui sont déjà disponibles dans mon système et que je peux faire des connexions entre les différentes idées que j'ai dans mon système super facilement, juste en faisant un lien comme ceci, en fait en mettant le titre d'une note entre crochets. Et donc du coup à la fin de l'explication de Ben, j'ai pris 2 minutes pour moi et je me suis dit waouh, ce serait super intéressant de connecter ce qu'il vient de me dire avec le concept les 4 cadrans, qui sont en fait une note à part entière qui explique le concept des 4 cadrans, qui est en fait très lié avec la philosophie intégrale. Et je me suis dit qu'il faudrait également le connecter avec l'éthique environnementale et la valeur des êtres, qui est une autre note qui vient d'un autre livre juste ici. J'ai pu faire plusieurs connexions super facilement de cette manière-là. Et là, vous voyez qu'en fait, ma vidéo, elle était déjà écrite, parce que j'ai simplement eu à me demander qu'est-ce qu'un bon design selon les 4 cadrans. J'ai fait l'exercice de réflexion comme ceci. J'ai ensuite incorporé tout ce que Ben m'avait déjà dit dedans, et j'ai également fait un petit parallèle sur l'éthique environnementale et la valeur des êtres. Et ma vidéo a été écrite exactement de cette manière-là. Et c'est ça ce qui est magnifique avec le fait d'avoir un système de prise de notes, c'est qu'ensuite j'ai simplement mis dans mon content dashboard qui est également dans mon système de prise de notes, mon contenu, le design intégral. J'ai repris mon petit sommaire que je m'étais fait et hop, j'ai simplement rédigé mon contenu comme ceci. Je l'ai publié sur mon blog aussitôt et j'en fais cette vidéo juste après. Ça m'a pris 5 minutes pour écrire ce contenu. C'était vraiment formidable. Il y a un truc que je vous ai même pas montré, c'est que tout ça, tous les liens que vous faites dans votre système, c'est aussi visualisable sous forme graphique comme ceci. Chaque point que vous voyez est une note. Chaque lien que vous voyez entre 2 points est un lien logique. C'est absolument merveilleux. Si vous voulez découvrir comment ce système de prise de notes fonctionne plus en détail et que vous êtes intrigué, rendez-vous dans la description, cliquez sur la situation qui vous correspond le mieux et je vous assure, ce système peut changer votre vie si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça enrichit vos réflexions sur le design et que vous allez penser avec peut-être plus de soin vos designs dans le futur plutôt que de prendre simplement un thème Wix et de faire comme tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention et belle continuation dans votre vie.